Bon, on vous propose de démarrer, les derniers nous rejoindront, il reste des places devant. Alors, on va vous parler de consommation responsable dans les filières alimentaires, on devrait dire dans la chaîne alimentaire, hein, au sens de la norme 26030. Et donc, j'aurai le plaisir d'intervenir donc, avec Justine Hamon. Hein, donc, moi, c'est Emmanuel Audouin et nous travaillons tous les deux au sein de Bureau Veritas Certification dans la partie agricole et agroalimentaire. Donc, on a, oui, c'est vrai que sans le masque, c'est mieux. On prend l'habitude de le garder. Et donc, vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions. Alors, il n'y a pas de micro qui circule dans la salle. Bon, la salle n'est pas très grande, donc si vous voulez poser une question à forte voix, à la fin de la conférence, ce sera possible. Autrement, il y a un système de chat en live que vous pouvez utiliser. Et normalement, si ça fonctionne, en allant sur cette URL-là, on est capable de voir vos questions pour s'assurer d'y répondre à la fin. Et autrement, on vous a remis nos coordonnées ici. Alors, sur notre sujet, il y a des incitations pour les engagements RSE d'entreprises des filières alimentaires. Quelques exemples. Certains transformateurs de produits agroalimentaires ou coopératives agricoles ou distributeurs ont des systèmes de contractualisation sur du moyen terme avec des agriculteurs. D'autres filières s'engagent, et on le sait bien, sur le bien-être animal. Vous voyez des allégations apparaître sur X mois de pâturage pour les vaches, hein, ou d'autres choses pour d'autres espèces animales. Certaines marques font des panels de consultation de leurs consommateurs. Donc là aussi, on a des engagements très, très concrets. D'autres, je crois que ça se fait nécessairement auprès des entreprises de restauration collective ou commerciale ou même dans la distribution. D'autres marques font des ateliers de diététique et de bien manger. On voit le don alimentaire qui se développe, hein, auprès des ONG. On voit également des mesures très concrètes des dispositifs de mesure et de réduction du gaspillage, que ce soit le gaspillage de matières premières alimentaires, d'eau, d'énergie, etc. Il y a un mouvement, j'en reparlerai tout à l'heure, de réduction des emballages plastiques. On sait qu'en alimentaire, on est très consommateur d'emballage plastique parce qu'il a plein de qualités, cet emballage plastique, mais aujourd'hui, il y a quand même un mouvement de plastic bashing. Et dans le domaine de la RSE, il y a moyen de faire des choses très concrètes sur ce sujet-là. Et puis, un autre exemple, c'est telle ou telle entreprise qui va sous-traiter une partie de son process à des établissements adaptés qui emploient des personnes en situation de handicap, etc. Donc, ce n'est pas un catalogue, c'est juste pour montrer ici que beaucoup d'entreprises des filières alimentaires font déjà des choses très concrètes en matière de RSE. Donc, il y a peu de gens qui partent de zéro. Et le vrai enjeu, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui, le vrai enjeu pour des marques et des entreprises, c'est d'éviter de se faire accuser de sustainable washing. Aujourd'hui, tout le monde veut dire qu'il fait plein de bonnes choses en matière de développement durable et de RSE. Il s'agit de le démontrer. Côté réglementation, il existe des choses intéressantes qu'on peut rapprocher de notre sujet. On vous en a mis 3 qui poussent la chaîne alimentaire à intégrer les enjeux RSE. La loi Hamon, du nom du ministre de l'époque, de juillet 2014, qui définit le commerce équitable, y compris Nord-Nord. Vous le savez, du commerce équitable Nord-Sud, ça fait très longtemps qu'il en existe. Et on commence à voir apparaître. On en audite et on en vérifie chez Bureau Veritas avec certains clients sur du commerce équitable Nord-Nord. Donc comment des entreprises de la chaîne alimentaire ici chez nous vont s'inscrire dans le commerce équitable avec des agriculteurs français. Deuxième chapitre réglementaire, c'est la fameuse loi Egalim qui est arrivée en octobre 2018 et qui a donné un signal fort sur la restauration avec un minimum de produits de qualité et durables. Donc on retrouve les différents labels, bio, label rouge, HVE et j'en passe, avec des objectifs dans le temps, dans l'approvisionnement de la restauration collective. Et puis, une des plus récentes, c'est la fameuse loi Pacte de mai 2019, qu'on souhaitait mentionner ici, qui n'est pas encore très connue, où des entreprises peuvent se définir en tant qu'entreprise à mission. Donc, il faut d'abord définir sa raison d'être, sa mission,
le faire voter par son conseil d'administration, etc., l'inscrire dans les statuts, et qui prévoit également une vérification indépendante donc sur lequel nous serons susceptibles d'intervenir. Donc vous voyez, en plus des exemples donnés tout à l'heure, il y a déjà 3 incitations réglementaires. Et ensuite, on voulait également pointer aussi des incitations là, qui viennent plus du marché et du consommateur. Un certain nombre d'entre vous ici travaillent pour des entreprises de l'agroalimentaire, dont l'enjeu c'est de se démarquer, que vous soyez fabricant de produits, que vous soyez distributeur ou dans la restauration, se démarquer dans un contexte concurrentiel qui est fort, avec une pression sur le pouvoir d'achat. Alors on a dû démarrer des audits sans gluten il y a peut-être 7 ou 8 ans, les audits sur le domaine vegan il y a peut-être plutôt 3 ou 4 ans. On a connu il y a une dizaine d'années la pression sur l'huile de palme, avec pour les marques qui utilisent l'huile de palme et qui voulaient la conserver ou qui ne pouvaient pas la supprimer, la nécessité de passer sur de l'huile de palme durable, certifiée RSPO. On voit se développer, et ça nous c'est notre quotidien, toutes les filières animales, entre guillemets, sans antibiotiques, des filières végétales sans pesticides, tout ce qui se passe autour du bien-être animal. Il y a une très forte attente du consommateur sur le sujet et il y a des entreprises qui font des efforts, donc on intervient également pour le vérifier. Tout ça, ça participe à concrétiser les engagements RSE des entreprises. On peut rajouter l'intégration locale, la rémunération des producteurs. Et, parce qu'il ne faut pas oublier la composante business, ça participe également à recréer de la valeur ajoutée par l'innovation. On sait très bien que les produits innovants avec des allégations de ce type-là sont des produits qui sont quand même mieux valorisés sur le marché. Alors, je suis désolé, je remets une stat que j'ai déjà dû utiliser dans la conférence qu'on a faite l'année dernière, parce que je n'ai pas trouvé la stat remise à l'ordre du jour, mais je pense que le 22% des nouveaux produits alimentaires qui portent des allégations environnementales et ou éthiques de 2017 n'a fait qu'augmenter depuis. Je ne sais pas si aujourd'hui on est à 25, à 26, etc., alors qu'il y a 10 ans, on n'était qu'à 1%. Donc on voit que sur le marché, les produits alimentaires qui portent ce type d'allégations qu'on peut mettre dans la RSE sont de plus en plus présents. Autres signaux, alors ça c'est plus récent, alors c'est pas tellement la comparaison entre la France, l'Espagne, le Portugal, et c'est le drapeau de la Hongrie, je crois, qui est intéressante, parce que je crois que les tendances sont à peu près constantes, mais c'est de voir, voilà, qu'est-ce qu'attend le consommateur par rapport à des pratiques responsables. Bon, le bio, je ne vous fais pas de dessin, hein, on est bien placé pour savoir en tant qu'organisme certificateur que le bio, c'est toujours pas fini, et ça continue, et il y a des producteurs, des transformateurs, des nouvelles chaînes de distributeurs qui se mettent à mettre en place des rayons bio. Le local, on l'a vu, l'explosion pendant le confinement, il en reste quand même quelque chose. Tout ce qui tourne autour du recyclable, du recyclé, du tri, etc. Donc on voit des tendances fortes à ce niveau-là, et il est du devoir, je pense, des marques, si elles veulent continuer à être là demain, à prendre en compte tout ça. Et non seulement à raconter une histoire aux consommateurs, mais à raconter une histoire vraie. Il n'y a rien de pire qu'une histoire, une belle histoire marketing qui ne serait pas vraie. Alors, il existe déjà, puisqu'on parle ici de la chaîne alimentaire durable, il existe déjà beaucoup de signes de qualité. On vous a mis ici notamment sur la gauche tous les signes officiels qui existent depuis fort longtemps. Si on pense aux AOC, au label rouge, au JZP, le petit récent dont on parle de plus en plus, qui est le logo HVE, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'agriculture à haute valeur environnementale, d'ailleurs que vous pouvez commencer à voir sur des produits transformés. On le voyait jusque-là sur des produits bruts. Alors beaucoup de bouteilles de vin, c'est eux qui sont allés le plus vite parce qu'on est sur des filières courtes, mais des fruits et légumes, mais on commence à le voir sur des produits céréaliers qui sont composés essentiellement de blé certifié HVE, voire de pâtes. On vous a mis le logo sur la certification conformité produit. Également des exemples, on fait un peu de pub pour nos clients sur des marques privées, donc là on est sur les cahiers des charges privés, Bleu Blanc-Cœur, C'est qui le patron, la belle histoire de C'est qui le patron que tout le monde connaît et qui continue. Et puis la nouvelle agriculture, puisque il y a 2 ans, ils intervenaient à notre côté ici. Et ensuite, tout type d'allégations spécifiques ou particulières sur lesquelles les gens des filières viennent nous voir pour dire, voilà, moi je veux raconter une histoire par rapport à des produits issus d'animaux qui n'ont pas mangé d'OGM, ou par rapport à des animaux qui auraient passé X mois à l'extérieur, puisque dans la tête du consommateur, une vache, ça vit avant tout dehors à manger de l'herbe.
même si, en fonction des régions, etc., il y a une partie du temps où les animaux vont être à l'intérieur. Donc, il existe déjà beaucoup de choses, hein, et les entreprises peuvent arriver avec des demandes particulières. Alors là, je vous le mentionne parce qu'on est en plein dans l'actualité. C'est ce que j'appelle le plastic bashing. Moi, j'ai toutes les semaines des entreprises qui m'appellent en ce moment pour me dire, voilà, je suis obligé de passer de solutions de packaging qui étaient à partir de plastique fait à partir de pétrole, qu'on appelle le plastique noir, j'ai appris ça, issu de pétrole, pour passer vers des plastiques gris. Les plastiques gris, ce sont des plastiques issus de filières de recyclage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le recyclage mécanique ou le recyclage chimique progresse énormément. Il y a des usines qui se montent un petit peu partout en Europe pour faire des polymères à partir de polymères. Alors, je vous passe les PLA, les PET, les PVC, etc. Et comme vous le savez, il existe depuis plusieurs années déjà des bioplastiques issus de biomasse. Hein. On a connu les amidons de maïs, les pailles en bagasse de canne à sucre, etc. Donc là, on a souhaité vous le citer parce que typiquement, il y a aujourd'hui des solutions technologiques qui sont sans doute encore un petit peu plus chères, mais qui permettent aux gens des filières alimentaires de verdir également leur aspect plastique et packaging. Et donc, je vous cite un des schémas qui fait référence sur le sujet, puisque même dans des pays du nord de l'Europe, on commence à avoir le logo sur les packaging. Donc le packaging affiche sa durabilité, ça s'appelle la certification ISCC, pour information. Après ces quelques exemples, et puis pour situer un peu la carte postale, je vais laisser la parole à Justine pour rentrer un peu plus dans le détail et dans le process. Donc on est toujours dans la partie où des entreprises mettraient en place une démarche vertueuse sur un sujet en particulier. Donc tout à l'heure, vous avez vu le panel de tous les labels existants. Tout à droite de la slide, il y avait les démarches privées en fait, que certains acteurs peuvent mettre en place. Et dans ce cas-là, ils cherchent très souvent à se faire contrôler pour, sans avoir... Enfin, c'est pas un signe de qualité, mais ils cherchent à se faire contrôler pour apporter la caution d'un organisme tiers. Donc cette slide-là, c'est pour vous expliquer un peu le process, comment est-ce que la démarche classique qu'une entreprise met en œuvre pour contrôler sa démarche privée et avoir la caution par un tiers. Donc c'est une suite assez logique qui commence par la mise en place d'une démarche, puisque voilà, la mise en place concrète d'une démarche. Donc par exemple, je reprends l'exemple des OGM, commencer par s'approvisionner en alimentation sans OGM pour ces animaux. Et voilà, les donner, nourrir ces animaux avec ce produit-là. Mais ça ne suffit pas, en fait, forcément. Donc pour cela, il y a toute une étape de rédaction d'un référentiel à prévoir. Ensuite, avec ça, il faut coupler la construction d'un projet de communication. Qu'est-ce que je veux dire sur mon projet final, sur mon produit final ? Est-ce que je veux le communiquer sur mon produit ? Est-ce que je veux le communiquer de manière institutionnelle ? Quelle phrase je veux employer. C'est super important de bien faire coïncider le contenu des engagements, le contenu du référentiel et le message associé à la démarche. Et donc ensuite, voilà, c'est l'avant-dernière étape, la validation de la cohérence entre tout ça. Ensuite, forcément, il y a la mise en place d'un contrôle et puis évidemment la communication. Donc, on a remis quelques exemples pour aller avec ces sujets-là, de choses très classiques qu'on voit, nous, dans notre travail quotidien, dont on est venu parler déjà plusieurs années de suite. Et on a remis cette slide parce que c'est vrai plus que jamais. Donc là, on n'est pas sur le sujet RSE global, on est sur des manières ponctuelles d'y répondre. Mais voilà, ça fait vraiment... C'est des choses que les entreprises mettent vraiment en place et de plus en plus parmi nos clients, en tout cas. Donc voilà, par exemple, sur le sujet bien-être animal, il y a élever en plein air, encore une fois, le temps passé au pâturage, nourrir sans OGM, et puis, voilà, par exemple, la Nouvelle Agriculture, qui est une marque de la coopérative Terrena. Donc ça, on l'a présenté les années précédentes, c'est une tendance qui continue, qui s'accélère peut-être même. Et on voulait vous parler d'une autre tendance que l'on voit, évidemment, et dont il est beaucoup sujet aujourd'hui dans un tas de conférences, c'est comment est-ce qu'on structure une démarche globale à partir de ces diverses actions ponctuelles. Et donc pour cela, on va vous parler d'une norme qui s'appelle l'ISO 26030, qui est sortie au début de l'année, enfin, elle est 2019, elle est sortie à cheval entre 2019 et 2020.
et qui est en fait la déclinaison de l'ISO 26000, qui fait désormais référence dans tous les types d'industries et de filières. Et en fait, il y a eu besoin de la décliner aux enjeux propres de la chaîne alimentaire pour bien tenir compte des particularités de la chaîne alimentaire. Donc son champ d'application, c'est toute organisation de la chaîne alimentaire. Donc on a mis une petite liste d'exemples qui n'est pas du tout exhaustive. Ça commence à la production agricole, ensuite la coopérative agricole, mais ça peut aller tout à fait jusqu'à la transformation, voire la distribution. Elle est structurée comme la norme ISO 26000, c'est-à-dire qu'elle est structurée en 7 questions centrales. Donc la gouvernance, les questions relatives aux consommateurs, dont on peut imaginer qu'il y a un vrai sujet sur le côté alimentaire, la loyauté des pratiques, l'environnement, énergie, carbone. Donc là, pareil, l'exploitation agricole, on peut imaginer, on sait bien qu'il y a des enjeux spécifiques, les relations, conditions de travail, les droits de l'homme et le 7e, communauté et développement local. Donc ça, c'est les grands chapitres, on va dire, de la norme. Là-dessous, elle est déclinée en domaines d'action. Et à chaque fois, c'est introduit par un paragraphe enjeu pour la chaîne alimentaire pour donner le sens vraiment de la norme et dans quel sens dans quel sens conceptuel on veut interpréter l'ISO 26000 à la chaîne alimentaire. De la même manière que l'ISO 26000, elle est évaluable mais non certifiable parce que les enjeux sont propres à l'entreprise qui se fait évaluer. Et elle est internationale mais avec un leadership de la France qui a géré le comité de normalisation. On aurait pu ajouter un dernier point, c'est le fait qu'on raisonne vraiment en termes de parties prenantes, comme pour la 26000 aussi. Voilà pour un peu la carte d'identité de cette norme-là. C'est un vrai outil pour la structuration des démarches RSE pour les entreprises agroalimentaires. Alors les grands avantages qu'elle présente, c'est qu'elle donne des lignes directrices et que chaque organisation peut s'approprier. Un vrai avantage, c'est qu'elle propose une annexe qui donne des exemples d'actions qu'on peut mettre en place. Donc tout à l'heure, je vous en montrerai quelques-uns. Et enfin, elle propose une table de correspondance avec les ODD et l'agenda 2030, du coup. Donc voilà, sur la page de l'AFNOR avec la norme, on voit qu'elle contribue aux ODD 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15. Donc sur 17 ODD, c'est quand même pas mal. Donc, comme ça, les entreprises peuvent, si elles ont confronté leur démarche RSE à l'ISO 26030, elles ont aussi des clés pour répondre à une partie prenante qui leur demanderait qu'est-ce que vous faites pour les ODD. Ça, c'est un petit guide pour pouvoir répondre à cette question. Donc, il y a 3 grands usages que nous, on voit. Premier usage donc, de cette norme, c'est un guide pour la structuration de la démarche RSE de l'organisation. Deuxième usage, peut-être en second temps, ce serait une grille d'autodiagnostic. Et enfin, c'est une grille forcément pour faire un audit par un tiers. Donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Donc, ma première slide d'exemple, c'est pour vous montrer comment les enjeux sont déclinés à la chaîne alimentaire. Donc, par exemple, sur les relations et conditions de travail, il y a un vrai sujet d'attractivité dans le milieu agricole. Donc, dans le milieu agricole, dans la chaîne alimentaire. Donc, comment est-ce qu'on attire et on maintient une main-d'œuvre qualifiée, par exemple. Autre exemple, comment on intègre et on fidélise les travailleurs saisonniers. Ça, c'est des questions qui se posent dans la filière arboricole, par exemple, ou dans légumière. Au niveau environnement, il y a plein de conférences à ce sujet aujourd'hui. Il y a l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, qui est un vrai sujet pour le milieu agricole. Ou encore la maîtrise des impacts environnementaux. Au niveau consommateur, donc on change de question centrale, il y a le sujet de la sécurité alimentaire ou encore de l'accès à l'alimentation des populations les plus démunies. Et enfin, au niveau communauté et développement local, il y a le maintien de l'activité économique et sociale territoriale, l'ancrage en fait des filières agroalimentaires. Donc ça, c'est encore des exemples théoriques. Et voilà quelques exemples pratiques que donne la norme. Donc, dans son annexe, par exemple, du point de vue des droits de l'homme, pour pas que ça reste un sujet trop théorique, qu'est-ce qu'une entreprise pourrait faire ? Elle pourrait signer un accord d'organisation sur l'égalité des chances.
C'est une action possible, en fait, dans le traitement de ces sujets-là. Au niveau relations et conditions de travail, dialogue social, il y a par exemple la réalisation d'enquêtes d'opinion et de satisfaction. Au niveau environnement, la mise en place de couverts végétaux. Au niveau loyauté des pratiques, éducation sur la lutte contre la corruption, dispensée aux salariés. Au niveau consommateur, et ça c'est particulièrement vrai pendant le confinement, par exemple, l'élaboration et la mise à jour d'un plan de continuité d'activité. Donc les entreprises qui l'avaient prévu, forcément, elles ont eu un petit coup d'avance sur celles qui n'avaient pas envisagé ce sujet, ce qui n'était que de la théorie. Et enfin, dernier exemple, communauté et développement local, comment mettre en place des mesures d'accompagnement à l'installation des jeunes et de nouveaux producteurs, donc accompagnement financier, contractuel par exemple. Donc ça, c'est des exemples listés par la norme. Nous, ce que l'on voit, c'est que toutes les démarches mises en place dont on vous parlait dans les slides précédentes, ça peut tout à fait être des arguments intéressants vis-à-vis de potentiellement plusieurs questions centrales. Donc il n'y a pas que les exemples donnés dans la norme, il y a aussi toutes les choses qui sont mises en place et déjà bien ancrées dans la chaîne alimentaire. Donc derrière, il y a la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue les entreprises selon la 26030 ? Donc ça, c'est la façon dont nous, on a traité le sujet. Donc plusieurs étapes qui sont aussi en suite logique. Ça commence par une évaluation selon la norme. Ensuite, on a mis en place un système de calcul d'une note par question centrale et une note générale. On a défini des seuils qui correspondent à des niveaux auxquels on confronte le résultat de l'audit. Et à la fin, ça donne la possibilité de communiquer. Alors, il y a ces deux outils de communication qu'on a créés. Donc, un logo, donc, il n'est pas encore tout à fait finalisé, mais un logo qui témoigne d'un niveau et une attestation. On devait venir aujourd'hui avec un témoignage, avec un témoin qui est... et donc, ma slide suivante, il n'a pas pu venir aujourd'hui pour cause de politique de son entreprise. Mais c'est Monsieur Patouillard qui a participé au groupe de travail pour la création de la norme et qui nous a apporté son témoignage. Donc, à la fois, donc il a un double témoignage. Il est... directeur qualité et développement durable du groupe Biscuits Bouvard, donc qui fabrique des biscuits. Et donc il a ce regard directeur qualité et ce regard participant à la création de la norme. Et là, il nous parle de l'intérêt pour lui que présente cette norme. Donc c'était pour donner un peu de concret à notre présentation. Donc, je suis désolée, c'est écrit. Il commence par dire que ça permet de se poser et de réfléchir aux méthodes de production. Donc ça, c'est par rapport au fait que la norme donne des lignes directrices, donc on peut se les approprier et les confronter à sa propre activité. L'objectif, et ça c'est un vrai sujet dans les filières alimentaires, c'est la transparence de tous les maillons du process de production. Donc des questions concrètes qui se posent dans le milieu des biscuits. Et tout à l'heure, il y avait l'intervention d'une personne de Cristal Union. Ça fait assez écho. Imaginons que l'on achète du sucre bio en Amérique du Sud pour fabriquer nos biscuits. Est-ce qu'il n'existerait pas une filière sucre bio de betterave dans l'hémisphère nord ou en France ? Donc, il parle d'autres sujets que lui a pu s'approprier, donc la juste rémunération des producteurs, par exemple, ou encore la valorisation des déchets de son usine au niveau méthanisation ou alimentation animale. Et enfin, il parle de concrètement comment est-ce qu'on anime ça en interne et du sujet des indicateurs, donc par exemple le bilan carbone, la baisse des emballages. Comment est-ce qu'on crée ses propres indicateurs et voilà son témoignage. Et oui, il précise pour terminer que c'est bien une norme volontaire. Je laisse la parole à Emmanuel pour la conclusion. Alors, vous avez vu déjà que beaucoup d'entreprises alimentaires, l'écho entre nos deux parties de présentation, font déjà des choses. Donc, faisaient déjà de la RSE, quelquefois même sans le savoir, et depuis fort longtemps. Donc, en s'appuyant sur des démarches existantes. Donc, cette nouvelle norme ISO 26030, donc la petite sœur de la 26000, la 26000 à 10 ans, donc 10 ans après, il y a la petite sœur. Ça permet d'abord de structurer son approche, donc d'avoir un cadre avec des cases.
Bon, déjà, de voir les cases qu'on coche déjà avec des démarches existantes, donc c'est rassurant pour un certain nombre d'entreprises. On en voit un certain nombre depuis ce matin sur le stand. Ça permet de voir les cases où on n'a peut-être pas encore fait grand-chose, sous lequel on doit se structurer pour combler des lacunes. C'est un outil également pour progresser et mesurer. Comme on dit souvent, on n'améliore bien que ce que l'on mesure. Ce n'est pas de moi, hein. Et puis, comme toute norme, donc une norme volontaire, non certifiable, mais pouvant faire l'objet d'une évaluation, Justine vous a montré, hein, une attestation, etc., l'objectif, c'est également d'être valorisé, hein, avec une valorisation aussi bien en interne qu'en externe pour les entreprises. Hein, une fierté des équipes. Hein, toute équipe qui obtient une nouvelle norme, une nouvelle attestation ou certification est plutôt fière, et c'est des choses sympas. Et puis, alors, sur ces sujets-là, nos interlocuteurs dans les entreprises, on a les gens de la RSE, on a souvent les gens de la qualité, puis on a les gens du marketing. Alors, les gens du marketing, j'aime bien travailler avec eux parce que c'est des gens qui ont plein d'idées, etc., plein de choses à dire, on fait ça, etc. Mais là, il s'agit bien de passer d'un marketing de la preuve. Hein, parce que sur des sujets aussi importants aujourd'hui, aussi scrutés, comme vous l'avez vu, par le consommateur, il s'agit de prouver ce qu'on dit. Et donc, 2 chiffres qu'on a trouvés dans la littérature en préparant la présentation. Les marques qui ont des engagements sociétaux ou environnementaux forts ont progressé 2 fois plus vite en valeur que les marques qui ne s'engageaient pas dans cette voie. Donc, en plus, faire de la RSE est rentable. Ça, c'est quand même très rassurant. 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent et les aider à mieux consommer. Alors, vous pouvez me dire, et on sait que c'est un vrai problème, la différence entre le déclaratif, je vais acheter du bio, etc. Mais quand je suis dans mon caddie dans le supermarché, quelquefois, je me laisse tenter par le produit low cost. Ça, c'est toujours un peu la schizophrénie du consommateur. Mais il y a quand même des indicateurs qui sont rassurants. Et puis, on l'a dit un petit peu en démarrant, il n'y a rien de pire qu'un marketing qui n'est pas étayé, un risque de sustainable bashing. Vous connaissez des mouvements comme le boycott, par exemple. Moi, j'aime bien le mot qui veut tout dire. Aujourd'hui, les marques doivent faire très attention. Alors, bien sûr, sur des aspects qualitatifs, sécurité sanitaire des aliments, quand on parle d'aliments ici, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus, sur des enjeux RSE. On ne va pas citer d'exemples ici de marques qui se sont fait, bâcher. Et aujourd'hui, ça va très, très vite avec les réseaux sociaux. Si, sur certaines pratiques, il s'avérait que la durabilité n'est pas vraiment au rendez-vous. Et puis, il y a un sujet qui est important, alors qui était peut-être plus important il y a 6 mois qu'aujourd'hui, parce que depuis, il s'est passé des trucs, mais c'est le sujet de la marque employeur. Et notamment dans des domaines comme l'agroalimentaire, la distribution, la restauration, qui sont des domaines qui souvent ont du mal à embaucher, et bien avoir une marque employeur avec des engagements sur la RSE qui sont étayés, qui sont évalués, qui sont démontrés, ça peut aider à attirer des talents. Moi, j'avais été marqué par le manifeste des étudiants, des jeunes diplômés, c'était quand, il y a 1 an ou il y a 2 ans, là, qui avait dit « on ne veut plus travailler sur telle marque, telle entreprise, parce qu'on juge qu'elle n'est pas assez durable ». Et donc, je pense que l'entreprise, elle doit avoir des clients pour être là demain, mais elle doit aussi attirer des collaborateurs sur des valeurs. Voilà, on arrive au bout de notre exposé, donc je pense qu'on a le temps de prendre des questions, donc c'est parfait. Donc, ou bien, mais il y a une question ici, d'accord. Mais autrement, si vous n'avez pas peur de forcer la voix, alors, c'est celle sur la norme ISO 26000. Alors, on découvre la question en live. Alors, je lis la question, puis on va voir si on peut répondre, Justine. La norme 26000 est une norme, donc je suppose que c'est peut-être la 26030 également, très structurante, mais ne devrait-elle pas comporter des lignes rouges? Par exemple, que la juste rémunération des producteurs soit un préalable, et pas seulement juste un exemple d'action volontaire. En fait, la norme, dans le titre de la norme, c'est bien dit qu'on donne des lignes directrices. Donc, je pense que par nature, c'était volontaire au départ pour le groupe de travail de ne pas donner de lignes rouges. Le but, au contraire, c'est que chaque entreprise s'interroge par rapport à ces enjeux,
interroge ces parties prenantes, dans une filière agricole, pour une organisation agroalimentaire, les producteurs font partie des parties prenantes. Donc c'est tout le dialogue à établir avec les parties prenantes, et par ces moyens-là, on est censé résoudre un certain nombre d'écueils et traiter un certain nombre d'enjeux, tels que par exemple la rémunération du producteur. J'essaie de compléter, mais on est dans le dialogue. Par contre, comme l'a expliqué Justine, quand on évalue une entreprise, on l'évalue sur les différents chapitres. Donc il faut avoir la moyenne sur chaque chapitre. Je ne dis pas de bêtises. Donc si sur un des chapitres dans lequel on traite de ces aspects-là, l'entreprise n'aurait rien fait, ça veut dire qu'elle n'aura pas la moyenne, et donc ça veut dire que ça ne le fera pas. Donc c'est pour vous rassurer. Il ne faut pas se dire je fais plein de choses très bien uniquement sur certains chapitres, mais ça ne va pas compenser, enfin moi je l'exprime comme ça, des chapitres où vous ne feriez rien. Donc j'espère que ça rassure la personne qui a posé la question. Et je comprends la question, et c'est une très bonne question, mais en fait, ouais, intrinsèquement, la norme n'est pas faite comme ça. Enfin, c'est... Il y a une autre question là-bas ? Alors, vous avez montré un chiffre tout à l'heure qui était de dire que les entreprises qui avaient des engagements responsables et sociétaux, 2 fois plus de mise en valeur que les marques qui ne s'engageaient pas. Oui. Est-ce qu'on a des chiffres sur... parce que dans ces marques-là, il y a celles qui font quand même vraiment très très bien et celles qui font du green, du social washing. Est-ce qu'on a des chiffres sur la capacité des consommateurs à faire la différence? Parce que bien souvent, c'est ceux qui font le mieux qui disent le moins. Et c'est ceux qui font le moins qui disent le plus en le faisant très bien parce qu'ils ont des gros services marketing. Donc... Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les services marketing et les marques de raconter une histoire. Après, comme vous le dites, il y a aujourd'hui les consommateurs, les réseaux sociaux, les associations de consommateurs, les ONG qui scrutent. Et je pense que c'est de plus en plus difficile pour une marque de raconter des histoires qui ne seraient pas vraies. Donc c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est toute la valeur de ces normes, c'est de se dire, je fais de la RSE, je fais du développement durable, mais en plus, j'ai pris le challenge de rentrer dans un cadre pour m'assurer que je remplis bien, que je coche quand même toutes les cases, que je n'ai pas de lacunes, et en plus, je me fais évaluer par un organisme indépendant. Donc voilà, c'est là dans le sens de dire, je vais rendre les choses un peu plus robustes et un petit peu plus tangibles. Et donc, toutes les marques que vous évoquez là ont été évaluées. Quand vous dites les marques avec des engagements sociétaux vaut 2 fois plus. Non, je ne dis pas ça. Ça, en fait, c'est un chiffre que j'ai pris dans la littérature, etc. Donc, on ne dit pas ici que ces marques ont été évaluées de façon indépendante ou pas. Mais ce chiffre-là serait très intéressant. Est-ce que vous savez si la marque que vous avez citée, c'est qui le patron, procède à une évaluation indépendante? Alors, sur la 26030, non. Je pense qu'on le saurait, puisqu'on travaille avec eux. Par contre, alors je ne suis pas là pour faire plus de pub que ça, que pour C'est qui le patron. Puis Nicolas Chaban et Laurent Pasquier en parlent beaucoup mieux que nous. On n'a pas amené notre brique de lait. Mais par contre, il faut savoir, et ils le disent très ouvertement, qu'il y a des contrôles indépendants qui sont faits sur le respect des cahiers des charges. Parce que vous savez qu'en tant que consommateur, vous votez pour un cahier des charges. Et nous, on fait des contrôles à ce sujet-là pour eux. Je suis pas capable de vous donner le chiffre parce qu'il date de début d'année, donc il y a déjà tout. Enfin, on est d'accord qu'on est sur des process de long terme. Donc les entreprises qui en auraient pris connaissance au printemps, par exemple, compte tenu du Covid, etc., je pense qu'elles le confrontent que vraiment maintenant. Donc je suis pas capable de vous dire combien comme ça, mais c'est le tout début. Enfin, on est d'accord. Oui. Ben, on sent qu'il y a des demandes c'était le but de notre exposé, c'était de vous montrer que ça y est, ça se structure. Enfin, on n'est plus dans du ponctuel et dans de l'allégation produit, on est vraiment dans de la structuration. Et nous, on trouve que la norme répond bien à cette demande de structuration. Et se positionne en référence d'ailleurs. Donc on sent qu'il y a un mouvement vers ça. Ouais. Et ce qu'on peut dire peut-être pour répondre à votre frustration, alors on ne va pas citer de nom, mais on va très prochainement faire des tests d'évaluation chez les premières entreprises qui se sont portées volontaires. Ils se sont dit, voilà, j'ai potassé la norme, ils ont pris la norme, se sont amusés à cocher leurs petites cases eux aussi, et puis ils ont pris contact pour dire, nous, ça nous intéresse, donc est-ce que vous voulez bien tester chez nous pour qu'on soit les premiers, quoi. Donc on sent que ça avance. Et il y a eu plein d'études qui sont sorties là-dessus. Toutes les tendances issues de la crise Covid, du confinement, ont accéléré ces mouvements, en fait.
sur les labels privés, qui donc du coup établissent leur propre cahier des charges, qui parfois est très vertueux sur des allégations, ce qu'ils veulent mettre en avant, mais qui ne prennent pas bien sûr en compte toutes les dimensions de la durabilité. Donc c'est le grand problème des normes privées qui permettent de belles allégations, mais pas toujours de prendre en compte la totalité des paramètres. Donc est-ce que vous pensez que cette démarche peut jouer un peu, pouvoir, mais, du moins venir révéler certaines choses que les labels privés pourraient ne pas mettre en valeur? Bah, la norme, donc, si elle sert comme guide et comme outil d'interrogation, la mise en place de certaines démarches privées va permettre de répondre à un certain nombre d'interrogations, mais pourra aussi mettre en évidence des lacunes, c'est ça qu'on a essayé de dire aussi, des lacunes, et donc de montrer que les démarches privées ne permettent pas de traiter tous les enjeux du développement durable, et qu'effectivement, même c'est dans l'intérêt de l'entreprise et de sa résilience de traiter les autres sujets aussi qui n'entrent pas forcément dans le cadre de la réflexion sur le sans OGM, par exemple, qui a priori n'implique rien vis-à-vis du sujet des salariés, même environnemental en soi. Donc ça peut permettre aux entreprises qui auraient mis en place des démarches de se rendre compte des lacunes, lacunes c'est un bien grand mot, mais des sujets qu'il est à traiter vis-à-vis de cette norme-là et du développement durable en général. A contrario, on peut voir le verre à moitié vide. Moi, je le vois plutôt à moitié plein. Une entreprise qui aurait déjà un ou des cahiers des charges privés, elle part moins de zéro que d'autres, puisqu'elle coche déjà un certain nombre de cases grâce à sa démarche privée, et elle a juste à compléter les trous, en fait. Il y a des labellisations qui reprennent l'esprit de la norme, comme Lucie, PME+, qu'on peut afficher sur les produits. Et du coup, cette norme-là, elle apporte quoi de différent? L'intérêt, là, c'est vraiment la déclinaison à l'agroalimentaire. A priori, Lucie, la 26 000, c'est des normes qui sont globales, qui peuvent traiter de l'industrie minière, je dis n'importe quoi, mais tout type d'industrie. Et il y avait certaines industries agroalimentaires ou certains acteurs de la chaîne alimentaire qui s'étaient fait auditer selon Lucie ou l'ISO 26 000. Et là, l'intérêt, c'est vraiment l'application et son caractère d'outil, d'exemple, pour mieux s'approprier les enjeux. C'est plus facile, en fait, pour une entreprise qui démarre de s'approprier les enjeux via la 26 030 que via la 26 000. Peut-être pas Lucie. Pour rebondir dessus, que ce soit Lucie ou même PME+, effectivement, PME+, c'est très agro, mais pas que agro. Oui. Mais en tout cas, ces logos-là sont affichables sur les produits. Oui. Cette norme-là, est-ce qu'elle est affichable sur les produits ou est-ce que c'est comme la norme, Là, on vous a présenté le produit Bureau Veritas. La norme, a priori, elle est libre. Enfin, vous pouvez l'acheter et vous l'approprier vous-même. Nous, pour l'instant, on propose un logo. Pour l'instant, il n'y a pas de labellisation produit. Mais si on voit que c'est une demande, on considérera la chose peut-être. c'est-à-dire que pour la rendre lisible et compréhensible par le consommateur, sinon on se retrouve avec tous les... Ouais. Bon, là, on répond au moins à l'intérêt B2B, on va dire, et B2C, il y a une vraie réflexion à avoir derrière, parce que communiquer sur une norme si globale, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas non plus très évident auprès du consommateur, mais pourquoi pas. Ça sort un peu du sujet, mais ça rebondit sur la question. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion au niveau global de faire un grand aval de toutes les normes qui existent, qui justement ne veulent plus rien dire, pour repartir de zéro et avoir des normes validées, parce que c'est n'importe quoi, et ça on voit dans tous les domaines, on est dans l'agroalimentaire, mais la cosmétique, n'importe quoi, voilà. Tout le monde a fait son truc, le consommateur a totalement perdu, et il y a plein de greenwashing et de social-washing en ce moment. Nous, on a mis en place, mais c'est une réponse que vous allez trouver trop partielle à votre question, mais en interne, on a mis en place un système de comité pour valider la cohérence, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, entre le message porté et le contenu des cahiers des charges et du contrôle, où on porte une attention, on porte beaucoup d'attention au choix des mots, étant donné qu'on met notre nom à côté. On porte une attention au choix des mots pour être sûr justement que ce ne soit pas du greenwashing, mais ce n'est pas un exercice obligatoire. Par contre, après, c'est sûr qu'il y a les fraudes derrière nous, hein, bien sûr, mais cette question-là, c'est vrai, on nous la pose presque tous les ans, hein, de la quantité des labels,
du fait qu'ils ne traitent pas des mêmes sujets, qu'ils les traitent parfois différemment. Et nous, on n'est peut-être pas les mieux placés en fait, pour répondre à cette question-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est pareil, et plusieurs personnes me l'ont posé sur le stand aujourd'hui. C'est d'abord, parmi cette jungle de labels, où c'est vrai que quelquefois le consommateur est complètement perdu. Nous, alors pour les labels qu'on contrôle, on fait attention que ce qui est dit a été contrôlé. Et je dirais, la première question à se poser en tant que consommateur, même, c'est est-ce que ce label est contrôlé par un organisme indépendant? Puisqu'il y a même certains labels, c'est de l'allégation pure et c'est contrôlé par personne. Oui, sauf que là, vous vous adressez auquel, soyons honnêtes, 90% des consommateurs ne vont pas se poser ces questions-là. Et donc là, je pense qu'il y a un rôle national, voire européen, voire mondial, je suis désolée, à faire un grand lavage et à interdire tout label qui ne soit pas... là, ça devient n'importe quoi. Après, je pense que c'est le rôle également des marques, que ce soit de la distribution, de la restauration ou des grandes marques nationales, de se dire, voilà, moi je m'engage sur telle ou telle démarche sur mes produits, tel ou tel label, voilà ce qu'il y a dans le cahier des charges, voilà ce qu'on vérifie et voilà comment c'est vérifié pour montrer que les démarches qu'il a adoptées sont le plus robustes possible. Et derrière, il y a un vrai sujet de réglementation aussi, qui existe pour certaines allégations. Par exemple, le commerce équitable, ça y est, on a une loi, c'est ce dont Emmanuel parlait. Le sans OGM, on a une loi. Donc parfois, il y a des lois que derrière nous... c'est un cadre homogène pour derrière mettre en place du contrôle et des pratiques. Et ça n'existe pas pour toutes les allégations, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais c'est une bonne façon d'y répondre. Après, c'est que des lois françaises, mais... On a fait le tour à peu près. Bon, autrement, vous avez nos coordonnées, vous n'hésitez pas. Et puis, on est encore sur le stand Bureau Veritas pour ceux qui souhaitent continuer. Merci de votre attention.